Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. La mort à 95 ans de l'indigné Stéphane Hessel, une vie et une personnalité exceptionnelle au service de valeurs et d'un combat social qui sera au cœur de son dernier livre à paraître, À nous de jouer. L'amnistie des syndicalistes poursuivis et condamnés ces dernières années, votée de justesse avec 2 voix d'avance au Sénat à la demande des communistes. Des élus de tous bords seront sur ce plateau dans quelques instants pour évoquer ce geste d'oubli et d'apaisement dont la portée a été limitée. Benoît XVI dit adieu à la foule massée place Saint-Pierre à la veille de sa démission historique. Il a évoqué les eaux agitées de son pontificat et dit sa confiance dans l'avenir que nous évoquerons avec la rédactrice en chef de La Vie. Résistant, diplomate ayant participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, militant auprès des sans-papiers, des Palestiniens, Stéphane Hessel est donc mort la nuit dernière à 95 ans. Tous les responsables politiques, même ceux qui n'ont pas partagé toutes ces causes, ont rendu hommage aujourd'hui à celui qui a inspiré ces dernières années les mouvements de protestation dans le monde entier. Récit d'une vie exceptionnelle, Nathalie Guillouard. Les motifs d'indignation sont multiples. Immigré, sans papier, l'homme sera de toutes les causes et de toutes les indignations. Ce sera le credo de toute sa vie, une vie qui fut loin d'être un fleuve tranquille. Stéphane Hessel, d'origine allemande, est naturalisé français en 1937. Il entre dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en rejoignant les forces françaises libres en 1941. Arrêté par la Gestapo en 1944, il est déporté à Buchenwald, puis à Dora. Un passé lourd qui n'a jamais empêché l'homme de s'ancrer dans le présent. À ma génération, l'histoire a posé un problème simple. Il y avait la guerre, il y avait l'occupation. Il fallait essayer de surmonter cela et d'arriver à la libération de la France. Pour la génération d'aujourd'hui, les problèmes sont plus compliqués. D'abord, elle est plus investie dans ce qui se passe dans le monde entier. Indignez-vous, martelait-il sur tous les plateaux du haut de ses 93 ans. L'homme, un sage, veut faire passer un message aux jeunes générations, celui de conserver et d'entretenir son esprit de résistance. Lui résiste à travers son engagement politique. C'est un homme de gauche et un Européen convaincu. Alors quand il s'agit d'interpeller les politiques, il n'hésite pas, encore en octobre dernier. Pour dire à M. Barroso, non pas qu'il doit se féliciter d'avoir le prix Nobel, mais pour lui dire, puisqu'on t'a donné le prix Nobel à toi et à l'Union européenne, travaille maintenant pour le mériter. Diplomate, philosophe et écrivain, Stéphane Hessel est décédé à 95 ans. À nous de jouer, son prochain livre d'entretien sort la semaine prochaine. Pour Stéphane Hessel, le combat est terminé, mais l'indigné passe le témoin aux prochaines générations. Et des députés PS demandent à François Hollande un hommage national à Stéphane Hessel. Une perquisition aujourd'hui au domicile et au bureau de Claude Guéant dans l'enquête sur l'affaire Tapie. Le recours par Christine Lagarde à un arbitrage fin 2007 pour solder le contentieux Adidas. À l'époque, Claude Guéant était secrétaire général de l'Élysée. Le choix du tribunal arbitral, une juridiction privée qui allait permettre à Bernard Tapie d'empocher 400 millions d'euros, est contesté. Nouvel appel de 39 députés PS pour la fin du cumul des mandats dès les prochaines élections municipales en 2014. L'exécutif, aiguillé par le Conseil d'État, semble vouloir attendre la fin du quinquennat pour mettre en application cet engagement de François Hollande. Installation aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault de la commission des retraites pour préparer la nouvelle réforme. Les 10 membres de cette commission devront formuler des idées pour sortir le régime de retraite du déséquilibre financier qui se creuse. Une voix de la gauche du PS, le député Henri Emmanuelli, s'est fait remarquer en évoquant la possibilité de demander un allongement de la durée de cotisation. Alexandra Collineau. Le gouvernement avait inscrit la réforme des retraites à l'agenda de 2014, mais déficit des comptes publics oblige, c'est dès cette année que Jean-Marc Ayrault s'occupera de la bête noire des gouvernements. La commission mise en place ce matin doit lui permettre d'aborder la concertation avec les partenaires sociaux, avec plusieurs pistes sous le bras. Il nous faut d'abord consolider l'équilibre financier de nos régimes de retraite dans les prochaines années, puisque la réforme votée sous le précédent gouvernement n'a pas permis
d'assainir ou de consolider ces régimes de retraite. L'enjeu est déjà chiffré, il faudra trouver 22 milliards d'euros d'ici à 2020. L'âge de la retraite risque donc de se poser à nouveau. Même l'aile gauche du PS ne s'oppose plus à un allongement de la durée des cotisations. Il y a un effort à faire sur les cotisations. Je pense aussi que la biologie fait qu'il faut quand même se poser la question de la durée de cotisation. Parce que je vois autour de moi des gens qui aujourd'hui auront passé plus de temps à la retraite que dans la vie active. C'est évident que dans l'avenir, c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Déjà pendant la campagne des primaires, François Hollande avait ouvert la voie. Quand l'espérance de vie s'allonge, eh bien, il faudra allonger aussi la durée de cotisation. La commission sur la réforme des retraites remettra son rapport en juin. Pour l'instant, aucune date pour la présentation du projet de loi n'a encore été avancée. C'était un rendez-vous important pour la gauche sénatoriale. Allait-elle se retrouver pour voter une loi d'amnistie des syndicalistes et des militants associatifs poursuivis et condamnés pour certaines de leurs actions? Le texte n'avait pas franchi le cap de la commission des lois, mais en séance aujourd'hui, fortement amendé. Il a été voté à 2 voix de majorité, alors qu'à l'extérieur du Sénat, le PCF a mobilisé avec le renfort de Jean-Luc Mélenchon. Jérôme Rabier. Mettre la pression à quelques minutes de la séance au Sénat. Parmi les manifestants, quelques militants potentiellement concernés par cette future loi d'amnistie. J'ai été condamné 2 fois par l'État parce que j'ai arrêté des trains pour maintenir des lignes ferroviaires et des gares en zone rurale. On doit être amnistié parce qu'on s'est battu pour la République, pour la défense du service public. Et il est inadmissible qu'on soit condamné. Porteurs du projet de loi, les sénateurs communistes sont venus apporter leur soutien avant de rejoindre l'hémicycle. Ce sont des personnes qui s'engagent pour défendre une cause. Donc c'est une revendication collective. Et au milieu d'une masse de gens qui contestent, 1 ou 2 vont être condamnés. L'attraction de ce rassemblement, c'est l'ancien candidat du Front de gauche à la présidentielle. Après avoir dit que ceux qui ne voteront pas le texte ne sont pas de gauche, Jean-Luc Mélenchon est venu s'assurer que les réticences de certains socialistes ne bloqueront pas le texte. C'est des résistances qui viennent de haut. C'est Jean-Marc Ayrault, Valls, Hollande qui ont freiné des cas de fer pour que... Pourquoi, selon vous ? Parce que leur ligne, c'est le maintien de l'ordre social et les cajoleries au CAC 40. Ça va me démanger de ne pas pouvoir être dans l'hémicycle. Lui qui a siégé dans l'hémicycle du Sénat pendant 20 ans a dû sagement suivre les débats depuis la tribune des visiteurs, très vite rassuré par Christiane Taubira, qui a assuré la neutralité du gouvernement sur ce texte. Le gouvernement va donc écouter avec la plus grande attention et sera très probablement amené à s'en remettre à la sagesse de votre Assemblée. Et je crois que nous faisons œuvre utile et surtout que nous faisons là œuvre de justice. Je vous remercie. Applaudi par les bancs communistes, la ministre s'est abstenue de trop modifier le texte. Les sénateurs socialistes en sont néanmoins chargés en limitant l'amnistie à une petite partie des délits reprochés. Pas sûr que le texte final contente totalement les porteurs du projet. Eh bien, c'est ce qu'on va voir justement avec nos invités tout de suite, et notamment la sénatrice Éliane Assassi. Bonsoir, sénatrice communiste à l'origine, avec d'autres de vos collègues bien sûr, de cette proposition de loi d'amnistie. Avec nous également Martine Billard, on vous a vu dans le reportage aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, vous co-présidez avec lui le parti de gauche. À vos côtés Jean-René Le Serre, sénateur UMP du Nord, et puis Virginie Claes est également avec nous, sénatrice PS d'Ille-et-Vilaine. Bonsoir, vous avez apprécié les propos de Jean-Luc Mélenchon à l'instant sur les cajoleries, a-t-il dit, de François Hollande au CAC 40. Vous allez pouvoir réagir, mais d'abord, donc, Éliane Assassi, la question se pose. Est-ce que pour vous, cette loi d'amnistie est à la hauteur de vos espérances ? Moi, je le dirais pas comme ça. En tout cas, ce qui me satisfait, c'est qu'aujourd'hui, la gauche rassemblée sénatoriale a adopté un texte qui est une première étape vers peut-être une loi d'amnistie un peu plus charpentée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un pas qui nous convient. Ça vous convient. Martine Billard, est-ce que vous êtes satisfait de vous? Car, je le disais, le champ est quand même, de cette amnistie est quand même restreint par rapport à la volonté initiale de vos partenaires communistes. C'est vrai que la proposition de loi d'origine était bien meilleure, parce que là, dans le résultat actuel, à la sortie du Sénat, on peut espérer qu'à l'Assemblée ce soit amélioré, mais à la sortie du Sénat, toute la partie qui portait sur les autres espaces
de militants poursuivis, que ce soit par exemple les faucheurs d'OGM, les militants de RESF, on l'a vu là, le militant qui avait arrêté les trains dans sa région. Alors RESF, c'est donc les militants de l'Éducation sans frontières. L'Éducation sans frontières qui aide donc les enfants sans papier. Il y en a un qui a témoigné dans le rassemblement dehors, qui a expliqué que par exemple il s'était battu pour empêcher qu'un Comorien soit expulsé, qui était marié à une Française, et ensuite ce Comorien a été régularisé et c'est le préfet qui a été poursuivi. Donc insuffisant pour vous. En tous les cas, c'est décevant qu'il y ait eu une restriction strictement sur cette catégorie, mais par contre, pour les syndicalistes pour qui ça va permettre d'avoir l'effacement du casier judiciaire, là oui, c'est positif. Alors toute la question, oui, vous avez cité effectivement les militants qu'on a vus aujourd'hui devant le Sénat, on a vu cette personne dire avoir été condamnée pour avoir arrêté un train, mais peut-on, il l'a dit, au nom de la République, peut-on se battre au nom de la République contre la légalité républicaine? C'est le débat qui va vous opposer maintenant. Jean-René Le Serre, votre sentiment, sachant que j'avais cru comprendre, et c'était un peu quand même les arguments du Parti communiste, que le sarkozysme avait été manifestement une période difficile pour les militants, une espèce d'ordre et presque même de terreur. Je confirme. Vous confirmez les mots? Enfin, je constate que François Hollande, par exemple, n'a pas fait voter de projet de loi d'amnistie. Et nous pensons, si vous voulez, que la loi ne peut pas être d'application à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on l'applique aujourd'hui, on l'appliquera plus demain, sinon ce n'est plus la loi. De la même manière... Oui, parce qu'alors on précise que la loi a une durée d'application, c'est ça, limitée. La loi jusqu'au 1er janvier. 2014. Entendons-nous bien, si vous voulez. On sait aujourd'hui qu'une certaines infractions qui n'ont pas été amnistiées à d'autres époques seront amnistiées pour ces personnes-là. Autrement dit, vous avez effectivement une rupture du principe d'égalité. Certains ont été condamnés pour ces faits-là, d'autres ne le seront pas. Vous avez une violation, comme dans toute loi d'amnistie d'ailleurs, du principe de séparation des pouvoirs, puisqu'on vient dire effectivement ce que les juges ont décidé n'a plus aucune valeur. Et il y avait même dans l'exposé des motifs un regret sur la force injuste, en quelque sorte, des décisions de justice. Moi, je dis, ce que décident les tribunaux, par hypothèse, c'est juste. Si les tribunaux appliquent une loi qui n'est pas juste, il faut changer la loi. Mais dire des tribunaux qu'ils votent des lois, qu'ils prennent des décisions de justice... Sur les lois votées, à partir des lois votées. Et dans l'intention d'éviter toute contestation, c'est vraiment un procès d'intention qui est fait aux tribunaux. Puis je voudrais préciser aussi que vous avez été très gentil avec Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que ceux qui ne votaient pas la loi n'étaient pas de gauche. Il a dit ceux qui ne votent pas la loi sont des suppôts du comité des forges, du MEDEF et du CAC 40. On les pourchassera jusque dans le dernier village de France. Alors il avait passé placé la barre très haut. Mais je rends hommage quand même à Virginie Claes qui a très largement déminé le dossier de façon à faire passer une loi qui certes ne nous plaît pas à nous opposition, mais qui est infiniment plus acceptable que le projet de loi initial. Bon, vous me piquez mon boulot quand même, Jean-René Le Serre, parce que j'avais bien noté la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon qui a fait grincer des dents au Parti socialiste, et j'aimerais vous entendre cette fois, Virginie Claes, effectivement, sur la volonté de Jean-Luc Mélenchon. Il avait lancé un avertissement à tous les sénateurs socialistes, donc à aller les pourchasser jusqu'en le moindre village s'ils ne votaient pas cette loi d'amnistie. Je déteste le chantage. Il suffit qu'on me mette ce genre de menaces, entre guillemets, sur la tête ou autour du cou, à la limite, pour me faire réagir contre. Même si j'avais été pour une loi d'amnistie, avec une menace comme ça, j'aurais eu envie d'être contre. Donc je ne supporte pas qu'un responsable politique puisse aller aussi loin dans les propos, jusqu'à menacer les autres politiques s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Le débat démocratique, il existe, il a eu lieu aujourd'hui. On n'était pas toujours d'accord, notamment avec le groupe CRC, sur la portée des amendements que j'ai travaillé avec mon groupe. Mais le débat reste le débat, et la majorité reste la majorité, et le vote républicain reste le vote républicain. Enfin, Est-ce que les lois républicaines restent les lois qui doivent être appliquées par les juges, comme le disait à l'instant Jean-René Le Serre, par ailleurs? Bien sûr, mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une loi d'amnistie s'occupe du passé et non pas du futur, que la loi d'amnistie a un objectif d'apaisement. Chaque fois qu'une loi d'amnistie a été votée, y compris d'ailleurs par la droite précédemment, les dernières c'est 95 et 2002, c'était pas la gauche qui était au pouvoir. Donc toute loi d'amnistie se tourne vers le passé, est un geste d'apaisement social pour renouer un dialogue dans des conditions apaisées, c'est-à-dire sur un présent stable pour construire un avenir solide. Très bien. En tous les cas, pour préciser le champ d'application, donc seuls les faits ayant entraîné des peines de moins de 5 ans de prison sont concernés aujourd'hui, après ce texte. Mais ça laisse entendre qu'il peut y avoir effectivement dans quelques années une autre loi de même nature. Autrement dit, si vous voulez, ça décrédibilise la force de la loi. Mais moi, je voudrais quand même rappeler que la loi n'est pas neutre. Sinon, alors on se demande pourquoi des parlementaires de gauche
alors qu'il y avait Nicolas Sarkozy au pouvoir, se sont battus contre certaines lois, notamment toutes les lois sécuritaires. Donc c'est bien qu'on avait un désaccord. Alors une fois que la loi est votée, elle s'applique, ok. Mais je veux dire, moi je revendique le droit à un moment donné de dire que cette loi, oui, et ben forcément, dans cet élément précis, c'est une loi injuste. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des syndicalistes, si je prends uniquement le cas des syndicalistes qui vont être ceux qui vont être concernés par cette proposition de loi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui ont été condamnés. Je vais vous donner un exemple. En Guadeloupe, depuis le 1er janvier, 70 militants du syndicat de la Guadeloupe, l'UGTG, ont été convoqués devant la justice. 70 depuis le 1er janvier. Mais il y a pour des raisons de fait de grève, pour des raisons... Il y en a un qui a été condamné, le secrétaire adjoint de l'UGTG, a été convoqué devant la justice en première instance pour empêchement de tenue du dialogue social. Il a été relaxé. Appel du procureur. Deuxième instance, relaxé de nouveau. Réappel du procureur. Troisième appel. Relaxé de nouveau. Donc vous voyez, il y a aussi par moment un acharnement contre les syndicalistes. Je vous donne l'exemple de la Guadeloupe, mais on pourrait donner d'autres exemples en par exemple, métropole on s'attaque à une préfecture, par exemple. Parce que vous avez des explosions de... Non mais ça arrive. On peut vous s'attaquer avez à des des préfectures, explosions à un d'accord. moment donné de salariés Alors, qui sont qu'est-ce que vous pensez que là, il faut amnistier les personnes qui ont été condamnées? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la loi le prévoit. C'est-à-dire que si on peut le mettre sous l'égide de la destruction de biens, donc le texte le prévoit. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre. Il y a la loi, il y a la force de la loi, et puis après il y a l'amnistie. Et s'il y a l'amnistie, c'est bien. Si l'amnistie existe, c'est bien pour ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on oublie le passé pour mieux se tourner sans doute vers je me souviens, l'avenir. Nicolas Sarkozy avait un peu oublié les mesures d'amnistie, et c'est par ailleurs un engagement de François Hollande. Plus de loi d'amnistie, je note. Oui, mais global. Là, Jean-Luc Mélenchon et moi-même, quand nous avons été reçus à l'Élysée, sur le fait d'avoir une amnistie pour les syndicalistes. Il nous l'a dit 2 fois, en juin et en décembre. La différence avec ce qui précédait, c'est que justement là, on est sur une loi d'amnistie très particulière, très circonstanciée, nature et circonstances des faits commis, etc. sont pris en compte. Contrairement à une loi d'amnistie présidentielle, entre guillemets, systématique, qui revenait tous les 7 ans, à l'époque ça reviendrait tous les 5 ans aujourd'hui, qui elle, oui, peut être un appel vers le futur et vers l'avenir. Parce que les gens savent qu'il va y avoir une loi d'amnistie, et ils savent ce qui va être dans cette loi d'amnistie, etc. etc. Donc c'est très différent. Les infractions à la sécurité routière. Non. Dernière question. La loi de 2002, elle était très très large. Et aller de pair les grâces présidentielles pour la prison. Dont nous avons débattu aujourd'hui est très largement en deçà de la loi de 2002. Toute dernière question, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon y faisait allusion à propos de Manuel Valls. Là, voilà, vous avez voté pour le passé. Manuel Valls lui dit pour le futur, attention, il faut éviter les actions violentes, elles doivent être condamnées. Il y a eu un avertissement très sévère. Mais c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Personne n'appelle à des actes de violence. Mais c'est Manuel Valls qui appelle au calme. Manuel Valls, il appelle au calme parce que Manuel Valls ne voulait pas de cette loi. Je veux dire que les choses soient claires, il n'en voulait pas. Il ne faut pas que ce soit interprété comme ça, en tout cas. Mais non, aucune loi d'amnistie n'a été interprétée comme ça. Elles ne l'ont pas été hier, elles ne le seront pas demain. 10 ans jusqu'à amnistier des faits qui ont couru 10 ans d'emprisonnement, c'était vraiment une incitation. Mais Virginie Claes, c'est la loi de 2002 qui le dit. Voilà. Et c'est ce que nous avions repris dans notre PPL d'origine, effectivement, qui a été amendé pour arriver à 5 ans et moins. Mais la loi de 2002 dit 10 ans d'emprisonnement. Une loi d'amnistie qui n'est pas un encouragement à toute violence sociale. C'est clair. Voilà, c'est dit. Merci. Qui est un appel au calme. On verra maintenant ce qui se passe avec ce texte à l'Assemblée nationale. Minimum. Quant à la majorité absolue, il en manque 4. Il en manque 4. C'est passé à 2 voix près. C'est passé à 2 voix près. On sait que effectivement, la majorité est très courte au Sénat, comme on l'a vu récemment sur des votes essentiels. Vos voix ont manqué au Parti communiste. Merci à tous. Autre sujet à l'ordre du jour du Sénat, le très haut débit, la fibre optique est très peu présente dans le territoire et les élus réclament des financements pour faire entrer la France dans l'ère moderne du numérique. Fabrice Cunet. C'est l'un des principaux engagements de campagne de François Hollande, une couverture numérique pour tous. Car aujourd'hui, la France est à la traîne. Plus de 80% du territoire n'a pas accès à la fibre optique. L'État se donne 10 ans pour rattraper son retard. C'est à peu près ce qui s'est passé en termes d'évolution entre Gutenberg et l'imprimerie d'aujourd'hui. 450 ans d'un côté et puis une quinzaine d'années de l'autre. On est bien loin d'avoir mis en face le plan de financement. Actifs, passifs, recettes, défense, on est complètement dans les choux.
Dans un rapport sénatorial rendu public aujourd'hui, Pierre Hérisson et Yves Rome parlent d'une couverture numérique à 2 vitesses. Les collectivités locales ont la responsabilité de ces territoires ruraux oubliés. Encore faut-il que les financements suivent. Il faudrait, pour les collectivités territoriales, sur la durée des 10 ans, mobiliser à peu près 15 milliards d'euros. Il faut donc, significativement, que l'État, sur la même durée, puisse concourir à au minimum 50% du coût de cet objectif en subventionnant les collectivités territoriales à cette hauteur. C'est tout l'enjeu du séminaire gouvernemental qui s'ouvrira ce jeudi sur la question du numérique. Et ces derniers jours, le gouvernement a multiplié les bonnes intentions. L'État, cette fois, s'engagera à apporter son soutien, un soutien public aux côtés des collectivités locales et des opérateurs privés pour faire en sorte que nous puissions remplir cet objectif du très haut débit pour tous à horizon 10 ans, comme le président s'y est engagé. Une enveloppe de 20 milliards est évoquée, mais sa répartition inquiète dans les territoires ruraux. Et le gouvernement devra aussi se montrer convaincant auprès des opérateurs du numérique pour qu'ils accélèrent leur implication dans ces zones. La révolution espérée est à cette double condition. Le salon de l'agriculture avec aujourd'hui un défilé nourri de personnalités politiques, François Bayrou, Ségolène Royal ou encore Jean-François Copé, entre autres, tous suivis par Florence Thomazeau. Le salon de l'agriculture est chaque année le terrain de prédilection de nos élus. L'occasion pour eux de se livrer chacun à leur manière à un exercice de style bien rodé, destiné à séduire un maximum d'électeurs. Ainsi, François Bayrou se présente-t-il comme le défenseur des agriculteurs. C'est très choquant parce que c'est une agriculture tout à fait de haut niveau, de capacité technique, de capacité de production, de grande qualité. Et en même temps, la vente de leurs produits ne suffit pas pour vivre. En plein scandale de la viande de cheval, les écologistes sont en terrain conquis, surtout s'ils attaquent la politique de Bruxelles. La Commission a décidé d'elle-même, par exemple, de réautoriser les farines animales, d'arrêter les tests sur la vache folle. Ça, c'est complètement invraisemblable. Alors maintenant, il faut étiqueter. Mais le commissaire européen, M. Borg, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne met pas beaucoup d'allant pour obliger un étiquetage européen. À la porte de Versailles, d'autres font leur show devant les caméras, nombreuses. Ségolène Royal vient y défendre le Made in France. Et il n'y a aucune raison que la viande, par exemple, fasse 5000 km avant d'atterrir dans nos assiettes. C'est absurde, alors qu'on a de la production de qualité à proximité. Mais au salon, on parle aussi politique. Jean-François Copé ne se prive pas d'une critique sur François Fillon. Je trouve que les élections présidentielles de 2017, c'est une chose importante, mais avant, il y a 2014, voilà. Pour ces personnalités politiques, il serait impensable de rater ce rendez-vous annuel, cette opération de séduction. Benoît XVI invite les catholiques à prier pour les cardinaux qui vont élire son successeur. Dernier tweet aujourd'hui pour encourager la joie d'être chrétien et puis surtout, ultime audience publique au Vatican demain. Joseph Ratzinger quittera la place. Cécile Sixou. Derniers adieux et ultime baroud d'honneur du pape, place Saint-Pierre. Dans sa papamobile, Benoît XVI s'est engouffré dans une foule de plus de 100 000 personnes. Des banderoles de remerciements, des drapeaux, les fidèles sont venus du monde entier écouter une dernière fois le souverain pontife ému. Merci d'être venus si nombreux pour cette dernière audience générale de mon pontificat. Sous un soleil printanier, l'homme frêle de 86 ans a rassuré l'Assemblée des croyants sur les raisons de son départ. Ces derniers mois, j'ai senti mes forces diminuer. J'ai alors demandé à Dieu dans mes prières qu'il m'éclaire de sa lumière pour m'aider à prendre la bonne décision. Pas de flou sur son avenir. Demain, il quittera le Vatican, direction Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, avant de se retirer dans un monastère. Je ne reviens pas à la vie privée pour avoir une vie faite de voyages, de rencontres, de réceptions, de conférences. Je n'abandonne pas la croix, mais je reste d'une façon nouvelle près du Seigneur crucifié. De là, il pourra connaître le nom de son successeur. Il a donné son autorisation pour avancer le conclave. Dès la mi-mars, une fumée blanche devrait s'échapper de la chapelle Sixtine.
Et avec nous, Elisabeth Marchal, rédactrice en chef de l'hebdomadaire La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, donc le pape se retire demain dans ce monastère. Il va être caché du monde. On ne le verra plus. Absolument. Situation totalement inédite. Alors, donc on a compris quelle allait être sa vie. Bon, bien sûr, elle ne change pas fondamentalement dans son engagement. Est-ce qu'on connaît vraiment, selon vous, les raisons de sa démission? Est-ce qu'il est aussi accablé par le climat délétère qui semble l'entourer depuis des mois? Alors, il l'a dit, je n'ai plus la vigueur ni de corps ni d'esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, qui peut encore gouverner à vie jusqu'au bout? Je crois que c'est un geste qui a une certaine modernité, finalement. Avec du panache, oui, mais voilà. Les raisons profondes. Alors, les raisons profondes, elles s'accumulent. Alors, elles s'accumulent. En même temps, on peut dire que Benoît XVI a essayé de faire front face à un certain nombre de dossiers, notamment, et je crois qu'il n'a pas gardé, il a affronté en quelque sorte, notamment le dossier pédophilie. Mais pas assez, mais il a quand même ouvert le dossier, ce que Jean-Paul II n'avait pas fait auparavant. Et je crois aussi surtout qu'aujourd'hui, le gros dossier, c'est le gouvernement de l'Église, la gouvernance, aujourd'hui, qui a vraiment besoin. La transparence et je dirais la rénovation, parce que c'est vrai que aujourd'hui l'Église, le Vatican est gouverné de manière relativement ancienne. Par exemple, il n'existe pas l'équivalent d'un conseil des ministres. Chacun travaille dans son coin, ce qui est un petit peu... Donc aujourd'hui, on a besoin sans doute d'un réformateur, de quelqu'un qui vraiment... Tourne la page. Alors, tourne la page sans doute pas, parce que je crois que l'Église, elle s'inscrit aussi dans une longue tradition. Je voulais vous demander si c'était un pape de transition là qui nous quittait. Alors, je crois que c'est vrai qu'on a parlé de lui comme un pape de transition, mais je crois que la transition, il l'a fait en acceptant de partir au moment où il ne se sent plus capable d'assumer vraiment ce poste. La transition, elle est là. C'est, je crois, quelque chose, donc évidemment, jamais vu depuis le XVe siècle. Et aujourd'hui, donc, on attend sans doute un réformateur. On attend aussi, forcément, je pense, quelqu'un qui aura aussi une envergure spirituelle, parce que je crois qu'aujourd'hui, les papes sont, comme tous les personnages publics, très médiatisés. On a besoin qu'ils soient cohérents, qu'ils apparaissent comme des figures fortes. On sait que les figures fortes de la foi, les abbés Pierre, les sœurs Emmanuel, ont besoin aussi d'avoir un certain charisme. Et puis, ce sera un homme d'envergure internationale, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, tout se pose... Il y a des noms, bien sûr, déjà, qui circulent. Alors, il y a des noms, il y a des favoris, comme dans toute élection. Alors, il y a des favoris, notamment, par exemple, l'archevêque de Milan, Monseigneur Scola. Ça reste un Italien, un Européen. Voilà, bon connaisseur de la curie, et puis un homme à poigne. Voilà, parce que réformer la curie n'est pas simple. Un autre aussi favori, le Canadien Marc Ouellette. Et puis, mais vous savez que dans chaque élection, on a toujours fait des prévisions et c'est jamais le pape qui est sorti. Donc, il va y avoir des outsiders. On peut rêver aussi, vous savez que la moitié des catholiques dans le monde sont sur le continent américain. On pourrait rêver d'un pape brésilien. On parle aussi de Monseigneur Scherer. Un pape africain, on pourrait asiatique, parler, alors absolument. Philippin, dans les favoris, il y a aussi un pape guinéen. Ça fait beaucoup de favoris alors. Mais on sait, il faut quand même savoir qu'au conclave, parmi les 115 cardinaux électeurs, 60 sont des Européens. Vous voyez, donc il faut bien voir qu'entre la présence... Chacun vote pour sa chapelle, oserais-je dire. Chacun ne vote pas forcément pour sa chapelle, mais chacun, je dirais, vote en fonction de ses critères privilégiés. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, moi. La transition, la transmission du pouvoir, d'une certaine manière, il y a peut-être des secrets qui sont échangés comme entre deux chefs d'État, ce qu'ils sont d'ailleurs. Est-ce que bien, le secret, là, qui va être échangé lors du changement de pape, ce sera la remise de fameux documents de 300 pages en 2 volumes, rédigés par 3 cardinaux, où on évoque justement ce climat au Vatican et puis ces rumeurs de lobby gay? Absolument. Rumeurs qui, pour le moment, n'ont pas, même dans la presse italienne, apporté tout à fait de preuves de leur fondement. Alors, c'est vrai qu'il y aura un échange. Certains disent que c'est un secret de polichinelle. Alors, en même temps, on peut ne pas s'étonner que dans un microcosme comme le Vatican, vous ayez aussi une part de corruption et on revient à cette nécessité d'une gouvernance plus claire. Merci beaucoup, Elisabeth Marchal. Et on vous retrouve dans La Vie chaque semaine. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir et à demain. Dès son apparition sur la scène publique, il fait preuve d'un talent, d'un charisme qui en font un porte-parole idéal.
Il a tenu ses promesses en faisant une belle carrière, même si le premier secrétaire du PS est aujourd'hui critiqué justement par certains pour son manque de charisme. Alors, y a-t-il une manière de faire de la politique quand on est jeune? Quels sont les thèmes et les discours qui permettent d'émerger? Et comment se comporter les têtes d'affiche d'aujourd'hui à leur début? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur les jeunes pousses d'hier et d'aujourd'hui. Déshabillons-les, ce soir à 22h45 sur Public Sénat.